Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de mars, que l'arrivée du printemps elle apporte un peu de bonheur dans vos cœurs, et un peu d'énergie sur votre peau avec le soleil. Un gros mois de découverte ici en tout cas, avec, vous allez le voir, des focus sur certains éditeurs, des focus sur certains genres, des choses vraiment top, et d'autres qui font partie je pense des pires choses auxquelles j'ai joué depuis un paquet de temps. Alors juste un petit point, un petit rappel, ça peut être des nouveautés ou non, ça peut être des découvertes que j'ai fait en physique ou en numérique, et je m'attarderai pas sur les détails des mécaniques ou des règles. Alors comme d'habitude, vous trouvez dans la description les chapitres si tel ou tel jeu vous intéresse, et on va dérouler chaque partie par ordre alphabétique et pas par ordre de préférence. Je rappelle aussi que certaines des images utilisées, c'est des photos qui sont réalisées par Eric, de What's Eric Playing, que j'utilise avec son aimable autorisation, un grand merci à lui. Vous pouvez aller voir son site, je vous mets ça dans la barre d'infos, vous pouvez aussi aller voir son Instagram. Je remercie aussi Taylor de la chaîne YouTube Taylor's Trick Taking Table, qui m'a permis d'utiliser certaines de ses vidéos pour des jeux, notamment des jeux de cartes, donc pour le coup les ressources visuelles sont assez limitées. Alors si vous avez des remarques sur certains des jeux dont je vais parler, évidemment les commentaires sont là pour ça. On va commencer avec, comme toujours, on va commencer par les expériences ludiques qui malheureusement ne m'ont pas passionné. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. On commence avec une vraie déception. Bubbly d'abord, c'est assez magnifique, que ce soit dans sa réalisation avec sa très belle boîte, et même dans son concept. L'idée qu'une des personnes soit la bulle et que les autres personnes soient le ciel, c'est vraiment super cool. Et la manière dont le trajet de la bulle dans ce ciel est représenté, c'est vraiment super, ça représente très bien le principe du jeu, et ça représente aussi un peu la peur d'éclater quand la bulle descend petit à petit. C'est prometteur, mais c'est d'autant plus décevant en termes de jeu. L'impression de contrôle et de choix, c'est à peu près absent, et chaque manche, même si chaque manche est courte, on a le temps de s'ennuyer et on a l'impression que c'est un peu le hasard qui mène la danse. Le livret de règles, il parle de bluff qu'on peut mettre en place si on est la bulle. Ça reste un peu une intention qui reste lettre morte, parce que ce bluff, ça va dépendre à la fois des cartes que vont avoir les personnes qui jouent le ciel, et de ce que ces personnes-là vont choisir de mettre et dans quel ordre. De manière générale, j'ai l'impression que le sentiment de prise de risque par le bluff, en fait, ça vaut pas la sécurité que va représenter le fait de rester le plus longtemps possible, le plus haut possible. Et du côté du ciel, là aussi, c'est très limité au niveau du choix. Alors évidemment, on peut jouer sur le pari que les couleurs qui ont été déjà jouées par la bulle sont peut-être un peu moins présentes dans sa main après coup, mais ça reste très random parce que la distribution est assez aléatoire. Et comme dit, en fait, le moment où on choisit les cartes qu'on va mettre en tant que ciel, c'est pas très engageant, c'est pas très amusant, je trouve. Par ailleurs, va s'ajouter à ça, je trouve, un petit souci d'ergonomie, puisque la bulle, quand elle se déplace, elle recouvre les cartes sur lesquelles elle passe. Et du coup, en fait, si on veut faire jouer un peu ses antécédents au niveau du choix du ciel, donc se dire, elle est passée par là, et puis elle a joué ça, donc c'est plus dans sa main, en fait, c'est pas hyper pratique, faut vérifier le parcours de la bulle, donc pour ça, il faut bouger un petit peu la carte bulle qui a été posée, ou bien même il faut retourner les cartes bulles qui ont été posées pour essayer de se rappeler. En termes de rythme, c'est un peu naze de ce point de vue-là, et puis même en termes de lisibilité, du coup, si on voulait que ce soit un peu plus rythmé, du coup, c'est pas pratique. Alors vous me répondrez, bien sûr, que peut-être c'est écrit 6 ans sur la boîte, et que, pour les enfants, c'est peut-être la bonne dose de choix. Alors il est vrai que j'ai pas essayé de jouer avec des enfants. Peut-être que les émotions du vol de la bulle et la peur du fait que ça éclate, c'est un peu plus fort à cet âge-là. Reste que c'est aussi écrit jusqu'à 99 ans, et qu'il y a plein de jeux catégorisés enfants qui sont agréables pour moi aussi, ou même juste entre adultes. Et quand bien même, alors même si moi, en termes de pratique, c'est pas ma cible principale, les jeux enfants, j'ai joué à plein de jeux enfants que je recommanderais bien plus que Bubbly. Et alors le seul élément qui pourrait permettre un peu de contrôle, mais qui va du coup éloigner un peu la cible des enfants, c'est essayer de déduire un peu en connaissant le nombre de chaque carte, de chaque couleur, pour travailler la déduction et se dire ok, donc il y a tout ça qui a été joué, donc ça veut dire que cette personne ne peut avoir que ça, et petit à petit ça demande de rentrer en fait dans un calcul que moi je trouve très relou et pas très intéressant, et encore une fois pas du tout adapté du coup à la cible enfant ni au rythme global du jeu, et notamment dans les derniers tours, et en fait on est tout le temps en train de réévaluer un peu ce côté déduction à chaque nouvelle carte qui est posée. J'avoue que quand je joue à Bubbly, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, à chaque carte posée retourner à réévaluer, ça il risque de lui rester ça ou ça. C'est un peu dommage car encore une fois la présentation, l'idée, la mise en scène c'était vraiment au rendez-vous et c'était assez prometteur, mais malheureusement ça suffit pas à faire un bon jeu. On va continuer avec les jeux d'un éditeur dont j'ai parlé le mois dernier, qui est 25th Century Games, et vous allez le voir, cet éditeur à plusieurs moments dans la vidéo. Le mois dernier, j'avais parlé d'Ag et Dag, ou Eda, je sais
plus comment on prononce, que j'avais trouvé assez quelconque, même si pas forcément désagréable, mais quand même, parce que je suis curieux, j'ai choisi de me pencher sur d'autres propositions de l'éditeur, vraiment par pure curiosité ludique, hein, parce que ça m'avait pas enchanté plus que ça. Eh ben c'est une pratique que parfois il vaut mieux éviter. Ageda était certes quelconque, mais finalement de chez 25th Century Games, c'était pas loin d'être le meilleur que j'ai pu essayer. Alors Colorfield, il fait partie du même Kickstarter, et je vous avoue que, alors c'est rare, hein, mais c'est une des rares fois où vraiment j'ai dû me forcer en fait pour pas abandonner la partie et pour aller à son terme. C'était vraiment une torture pour moi. On est dans du placement de tuiles sur 3 manches, où on va essayer de connecter des couleurs pour faire des points, plus ou moins quoi, le tout dans un thème un peu de peinture abstraite. Et comme dans Canva, en fait, on est dans ce thème-là de peinture, et je trouve qu'on est dans une proposition qui, en termes ludiques et de sentiments, ne retranscrit jamais cette idée-là. On est dans du pur calcul. Moi, mon cerveau, en tout cas, il explose parce que il y a 3 tuiles parmi lesquelles on peut choisir, et puis ensuite, il faut choisir où on la met, et on peut également faire des rotations. Donc déjà, c'est pas original. Et en plus c'est un sentiment de jeu que moi j'aime pas. C'est une thématique qui pour moi est utilisée à contresens, puisque pour moi l'acte de peindre c'est pas un acte où ton cerveau va... il travaille le cerveau, mais pas de cette manière là, pas d'une manière très calculatoire. Vous rajoutez en plus à cette idée qui est déjà moi que j'aime pas au niveau de du placement, des rotations pour essayer d'optimiser un truc, il y a moyen encore de plus se torturer la tête parce qu'il y a des petits jetons qui permettent soit d'échanger des tuiles de place, soit de faire des rotations ultérieures. Pour moi, encore une fois, imaginez bien que en rajoutant ça, jeton que j'ai quasiment pas utilisé du tout, hein, c'est vraiment une torture. Franchement, la partie elle a duré sûrement moins d'1 heure, mais moi j'ai cru y vivre une éternité. Et honnêtement, c'est vraiment sans doute, je pense, une de mes pires expériences ludiques de ces dernières années. On va rester donc chez 25th Century Games, et cette fois avec Donut Shop. On est encore dans de la pose de tuiles, avec un thème, je vous le donne en mille, autour des donuts. On va devoir les disposer sur nos étalages, et puis essayer de les vendre dans des boîtes pour marquer des points. Et pour ça, quand on va placer les tuiles, on va essayer d'optimiser ce placement pour marquer des points au moment de la pose, puisqu'on va marquer des points selon le nombre de donuts de même type qu'il y a connecté à la tuile qu'on vient de poser. Et on va aussi essayer de faire des motifs, c'est un truc un peu plus à moyen ou long terme, pour ensuite mettre les donuts en boîte pour les vendre selon les attentes des clients, des clientes. Alors rien de bien original, un thème assez sympa, même si je pense que c'est pas mal surproduit. Après c'est encore un KS, hein. C'est aussi un Kickstarter qui était avec Ageda et Colorfield. Voilà, il y a l'accent qui est mis comme ça sur le distributeur de tuiles, il y a un petit chapeau de boutique de donuts qui est proposé avec le jeu, alors que ça sert à rien. On reste quand même, je trouve, hein, dans quelque chose qui est un peu plus sortable que Colorfield dont je viens de parler. Notamment il y a la dynamique des commandes qui est la partie la plus intéressante. Je trouve que le scoring immédiat lors de la pause, ça c'est assez quelconque et pas très intéressant, mais du coup cette histoire de commande, ça pousse parfois à voir à moyen terme et à sacrifier un peu des points qu'on marquerait à la pause pour en mettre plus tard, mais en même temps c'est des ouvertures qu'on fait aux autres. Alors la partie est quand même un poil longuette, hein. J'ai pas l'impression que le fait d'avoir joué sur Tabletop Simulator ça ait beaucoup joué dans le sentiment, c'est un peu redondant, mais dans l'ensemble je vous avoue que contrairement à Colorfield, vraiment je veux plus jamais jouer à ça. Là si on me le propose, je vais pas m'y jeter avec grand plaisir, mais je pourrais y jouer de temps en temps, et voilà, le moment que j'ai passé c'était pas infernal. Contrairement à Colorfield, comme dit lui aussi, hein, il est dans le Kickstarter avec Ageda et Colorfield, et si je devais vraiment classer les 3 du coup, bon, encore une fois moi j'acquérerais aucun de ces 3 là, hein, c'est pas assez intéressant pour moi, mais disons que je classerais d'abord Ageda, puis celui-ci donc Donut Shop, et enfin Colorfield que vous avez compris que j'ai détesté. Bon, c'est pas exactement la bonne période de l'année pour vous parler d'Holly Jolly, le thème c'est un peu Noël, c'est chaussettes, c'est cadeaux au pied du sapin, mais allons-y quand même. On est du coup dans du jeu de collection très très classique, avec une mécanique de prise qui là encore est pas forcément ultra originale et pas ultra innovante ni ultra intéressante. Du côté de la manière de marquer des points, on n'est pas non plus dans quelque chose de très original, c'est soit de la collection d'objets du même type, on va collectionner des petits soldats ou des petits flocons de neige, soit il va y avoir des trucs qui vont rapporter X points, ou bien il y a des petits bonhommes de neige qui, si on est majoritaire, vont rapporter un peu plus de points que si on n'est pas majoritaire, ce genre de truc, hein, pas folichon. Alors comme beaucoup de jeux de l'éditeur, par ailleurs, il y a la fin de partie, c'est assez pauvre aussi, c'est vraiment la façon de finir une partie qui est la moins originale de la planète, c'est juste, on finit un des deux paquets, soit les décorations, soit les cadeaux, et puis voilà, après la partie est terminée. Voilà. Alors je vous avoue que j'ai déjà oublié le jeu, hein, mais bon, je reconnais un rythme quand même qui est plutôt agréable, même si la fin de partie, comme dit, est un peu quelconque, mais c'est un rythme plutôt agréable, plutôt bien adapté à son format. La thématique est sympa au niveau de la disposition des cartes en forme de sapin. Il y a quand même quelques interactions de blocage qui sont habituelles dans ce genre de jeu, mais que moi je suis toujours plutôt, j'aime plutôt toujours. C'est-à-dire qu'on va prendre telle carte pour éviter que l'autre la prenne, etc. Ce genre de truc. Alors si vraiment du coup votre truc c'est le jeu de collection,
et que vous avez un kink sur les jeux au thème de fin d'année, jetez-y un œil, sinon bon, vous pouvez quand même passer votre chemin. King Domino, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il réutilise de manière assez maligne le système de domino et qu'il est vraiment, c'est un jeu assez élégant. Alors j'ai du mal avec la spatialisation, hein, malgré la simplicité du jeu, ce qui fait que moi, je me retrouve souvent avec un royaume avec des trous. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment sa simplicité. Alors il y a une version à 2, voilà, c'était la mode d'appeler Duel, donc il y a une version à 2 où Catala il se fait accompagner pour l'occasion par Ludovic Maublanc avec qui il a déjà collaboré. Je trouve pas que cette version apporte grand chose, je trouve que clairement c'est pas un jeu qui a eu l'aura d'un Seven Wonders Duel en termes de renouvellement d'un jeu. Là le sentiment de jeu est vraiment très très proche de King Domino, le scoring c'est le même, c'est-à-dire cette espèce de multiplication de territoire fois le symbole sur certaines des tuiles de ce territoire, et puis le fait qu'on soit que à 2, je sais pas, enfin je vois pas pourquoi à 2 plus qu'à 4, souvent les jeux à 2 il y a ce sentiment un peu de tension, de duel. Là je vous avoue que j'ai pas ressenti une seule fois. Et un truc qui est plutôt pas inintéressant, c'est les petits bonus là sur le grimoire qui apportent un aspect un petit peu course et qui apportent un peu de variété, quelques situations autres. Moi je trouve que sinon le système essentiel de prise de dés est très très anecdotique. Là où ce qui est dommage c'est que dans King Domino, moi ce que je préfère, au-delà du scoring qui est assez quelconque et qui est pas vraiment ce qui m'a marqué, moi c'est le système de prise de domino que j'adorais dans King Domino, et je trouve que là le système de prise de dés du coup est inintéressant, donc c'est un peu dommage. C'est pas un jeu désagréable dans l'absolu, mais je le trouve vraiment inférieur moi à King Domino. Je trouve qu'il apporte vraiment pas assez de nouveautés dans le ressenti de jeu pour que je trouve moi un intérêt à le proposer plutôt que King Domino. Mandala Stone, c'est un jeu qui active plein de trucs en moi que je n'aime pas. C'est un jeu qui est plutôt malin dans son utilisation de l'empilement. Je pourrais sans peine recommander sa découverte, à vrai dire, mais pour moi c'est exactement le genre d'expérience que j'ai tendance à écarter un peu de mon horizon ludique. On est dans quelque chose de vraiment trop abstrait, de trop calculatoire, on va vraiment chercher le meilleur coup, parfois plusieurs coups d'avance, et je déteste ça parce qu'en fait, moi chercher ce meilleur coup ça me demande trop de temps pour rendre la partie agréable. En fait les règles et leur simplicité voudraient un rythme fluide, un jeu rapide, et moi si je cherche le meilleur coup, en fait je vais casser ce rythme là, et en général en fait j'évite de pourrir l'expérience des autres, donc de casser ce rythme là, je mets du coup de côté cette envie du meilleur coup pour le bien du dynamisme, mais même si je sais que c'est pour le bien de la partie, c'est frustrant parce qu'on sait bien qu'il y a mieux à faire que ce qu'on fait, et que en fait le jeu il me force un peu à me brider, ou que si je me bridais pas en fait je casserais le jeu d'une autre manière. Alors l'interaction elle peut exister notamment à base de blocage, mais je trouve qu'on se concentre quand même beaucoup plus sur l'optimisation de ses propres piles de pierres. C'est déjà assez compliqué je trouve comme ça pour en plus se soucier de celles des autres, mais bon indirectement quand même les actions des autres ont un impact, ça c'est plutôt chouette je trouve, ça va éviter de pouvoir un peu tracer sa partie dès le début parce qu'il y a des choses qui vont nous bloquer, quand bien même c'était pas l'intention de l'adversaire. Alors la manière de marquer des points, elle est pas révolutionnaire, mais je trouve qu'elle utilise bien l'idée d'empilement. Il y a des petits bonus en plus sur le plateau central qui peuvent pousser un peu à changer le tempo de ce qu'on avait prévu, qui peuvent pousser à avancer un peu un scoring. Ça c'est plutôt sympa, et là aussi en termes d'interaction, on met à portée ces petits bonus là quand on résout des scorings. Les objectifs de fin de partie, eux, pour le coup, ils sont un peu bizarres. Je trouve que ça fait vraiment un petit peu cheveux sur la soupe. Et je vous avoue que j'ai vraiment du mal, alors après c'est peut-être ma façon de jouer, mais j'ai du mal à concevoir que vraiment, dès le début de la partie, on prenne en compte ces objectifs pour essayer de les maximiser. C'est plus des trucs où 2-3 tours avant la fin, on va commencer à regarder et puis à ajuster un peu son plateau, et franchement on pourrait se placer complètement de ces objectifs, je trouve, voilà, c'est pas extrêmement intéressant. Si vous aimez le genre, si vous aimez les jeux abstraits, si vous aimez les jeux d'empilement, les trucs où il faut prévoir à plusieurs tours d'avance, vous pouvez essayer. Et pour moi par contre, c'est vraiment un moment où en fait chaque moment où je dois faire un choix c'est assez désagréable, que ce soit le moment où je dois déplacer ce qu'ils appellent l'artiste, que ce soit l'ordre dans lequel je vais prendre les pierres, que ce soit l'emplacement de mon plateau où je vais les placer. Donc voilà, il y a plein de trucs qui moi m'énervent, mais je lui suis en tout cas reconnaissant quand même d'une chose, c'est que Mandala Stones il m'a permis de découvrir un autre jeu dont on parlera un peu plus tard. On retourne vers 25th Century Games et une forme, je vous avoue, d'incompréhension, un truc qui m'a vraiment subjugué. Alors ok, c'est une petite boîte qui rappelle celle de Mintworks, qui est totalement pertinente avec le thème des sardines. Le dos des cartes objectifs est absolument magnifique, donc on a un packaging assez charmant, mais mon incompréhension, elle vient du fait que je sais pas comment c'est possible, en 2022, puisque le jeu date de 2022, comment c'est possible d'en arriver à créer, puis à commercialiser, à éditer un jeu comme celui-ci. On est, pour faire simple, dans vraiment le jeu de je prends des trucs et puis je fais des objectifs, mais c'est vraiment le truc pour les nuls, puisque à notre tour, soit on prend des cartes, soit on défausse les bonnes couleurs de cartes pour prendre les objectifs. Et c'est tout. Et encore une fois, la partie finie quand le paquet de cartes objectifs est vide. C'est tout. C'est incompréhensible pour moi parce que même si effectivement c'est épuré et dénué de tout truc parasite, en fait ce genre de jeu ça existe déjà 1000 fois,
souvent en mieux, et c'est le genre de jeu, c'est pas comme si ça faisait 5 ans que ça existait, c'est depuis des dizaines d'années qu'on fait des jeux comme ça. Et honnêtement, alors si la personne s'amuse à créer ça pour sa famille et tout, pour voilà, je peux comprendre, mais de là, on arrivait à le proposer à un éditeur, à se dire que ça vaut le coup d'être créé, vendu, joué par d'autres personnes, et ouais, commercialisé, il y a un fossé que moi, par exemple, en termes de création, j'aurais jamais osé franchir, j'aurais honte de proposer un jeu comme ça, enfin, c'est pas possible. Je comprends pas, surtout que 25th Century Games, comme dit, ils ont fait d'autres jeux qui sont pas ouf, mais qui sont quand même un peu plus intéressants que ça, et j'arrive pas à comprendre comment, en tant qu'auteur, on peut s'épanouir en termes de création en proposant un jeu comme ça, parce que c'est vraiment le niveau vraiment mais zéro absolu de la création, parce que même comme entrer dans le hobby jeu de société, il y a tellement mieux quoi. Alors ça m'a tellement, je trouvais ça tellement aberrant que pour l'anecdote, c'est sûrement un des jeux auxquels j'ai le plus joué ce mois de mars, parce que j'étais tellement ébahi qu'en fait on puisse créer ça et le commercialiser en 2022, que bah j'ai pas pu m'empêcher de le faire découvrir à plein de camarades du monde du jeu de société en me disant regardez, écoutez, c'est en 2022, Sunny Day Sardine ça existe, et la réponse de tout le monde c'est pourquoi. Écoutez, au moins ça remet en perspective sur d'autres jeux qui sont très médiocres, puisque on se rend compte qu'il y a toujours pire. Mais voilà, ouais, grosse incompréhension de mon côté sur celui-ci. On change d'éditeur avec un autre que vous devriez voir dans les mois à venir dans mes vidéos. Là aussi c'est plus par curiosité ludique qu'autre chose, il s'agit de Pencil First Games, et ce mois-ci j'ai découvert Sunset Over Water. C'est un jeu qui est par contre dispo en print and play, dont le titre est plutôt attirant. Côté visuel on a Beth Sobel qui est habituée un peu des très belles productions, et on a également Hélène Zhu, même si elle est plutôt créditée comme ayant designé un peu les petits meeples qu'on va utiliser. Alors on est encore dans du très très classique, on va se promener entre des cartes pour observer des paysages qui vont avoir des petites icônes qu'on va essayer de collectionner pour résoudre des objectifs. Voilà, encore une fois, et ça va permettre de marquer des points. Alors le petit truc qui est un peu différent, effectivement, c'est qu'on va se déplacer et qu'il y a un petit système d'initiative au début de notre tour, en fait, de manière simultanée. On va toutes et tous choisir de manière cachée une carte qui va définir à la fois l'heure de départ de notre randonnée, mais aussi la distance qu'on va pouvoir parcourir en termes de nombre de cartes, la direction aussi qu'on va pouvoir, dans laquelle on va pouvoir se diriger, et également le nombre de peintures qu'on va pouvoir réaliser au cours de ce tour-là. Alors, comme dit, je pense que c'est la partie la plus intéressante du jeu, mais comme dit plus tôt, hein, c'est... Vraiment, on est là optimisé pour essayer d'avoir les cartes qui vont bien, en croisant les doigts pour que les autres ne nous les prennent pas sous le nez, donc il y a quand même un peu d'interaction puisqu'on peut prévoir un truc et se le faire piquer parce que quelqu'un est parti un peu plus tôt. Alors je vous avoue que sans que ce soit vraiment déplaisant, on est encore une fois dans quelque chose qui m'a un peu laissé indifférent. Là où c'est plus surprenant, c'est que c'est le cas aussi du côté des visuels, alors que je suis plutôt client du travail de Beth Sobel, comme je pense à peu près tout le monde. Alors là, je sais pas, c'est bizarre, c'est certes très joli, je veux dire en termes de technique, j'ai rien à dire, mais ça me retranscrit une impression d'un truc qui est entre la photo et l'illustration, et ça me dérange un petit peu, et je vous avoue qu'en plus, comme ces cartes là sont rassemblées au milieu de la table sur un tableau je crois de 5x5, bah ça pique un peu les yeux mine de rien. Cela dit, bon, notamment en solo, il y a vraiment pour le coup un côté très tranquille à la partie, qui correspond un peu à la thématique, à l'inverse justement d'un Color Field dont je parlais plus tôt, ou d'un Calico pour prendre un autre exemple. Et si on m'en propose une partie, je vous avoue que vu la durée et vu le côté prise d'initiative et tout, qui est pas original, mais que moi c'est un truc que j'aime bien, je dirais pas non, mais si c'est dans quelques semaines, je vous avoue qu'avant, attends, tu me proposes Sunset Over Water, attends, c'est quoi ce jeu déjà? Parce que en fait, il va pas me laisser beaucoup de souvenirs non plus. Et juste un truc, c'est j'ai presque préféré moi l'expérience en solo en fait, parce que justement on peut un peu dérouler à un rythme qui nous est propre, et également il y a une gestion des déplacements et du remplissage de tableaux qui est un peu moins automatique que dans le jeu à plusieurs. Il y a aussi quelques cartes spécifiques, et c'est des cartes que je trouve assez intéressantes en termes de gestion de justement ce remplissage pour essayer d'optimiser les trucs. Bon, en solo on est dans un score à atteindre et à améliorer, vous commencez à le savoir, c'est pas ce que je préfère dans les parties en solo comme façon de marquer des points ou de définir notre succès, mais ma foi en solo j'en ai fait plusieurs parties et je crois que j'ai préféré les parties en solo que celles que j'ai fait à plusieurs. Alors un deuxième jeu enfant dans cette catégorie des déceptions, et un deuxième jeu helvétique malheureusement, et qui comme Bubbly a pour lui d'être effectivement absolument magnifique, que ce soit la boîte, que ce soit le plateau avec les différents niveaux à creuser, tout ça confère une forme de scénographie qui apporte beaucoup au ressenti de chasse au trésor que propose le thème. Il y a aussi ce petit livret qu'on peut remplir petit à petit en fonction des succès qui moi me rappelle un peu l'album Panini de ma jeunesse. Je trouve ça très bien en termes de proposition de souvenirs. Mais le truc c'est que là encore, hein, comme dans Bubbly, super idée de départ, très beau matériel, très belle mise en scène, mais derrière, en fait, chaque partie on est dans un memory assez classique,
Finalement, je trouve que l'aspect profondeur du plateau, ça apporte pas grand-chose. Il y a bien cette idée des outils et de leur répartition sur le bateau qui permet de creuser à différents endroits et qui permet de le creuser un certain nombre de fois selon où on le prend. Mais finalement, c'est un élément en fait qui va rajouter de la complexité, du coup ça va écarter le jeu du public plus jeune, je crois qu'il est dit à partir de 6 ans, donc c'est pas non plus un jeu à 4 ans ou plus, hein. Mais je vous avoue que l'aspect memory, en fait, ça présente pas vraiment un intérêt, je pense, suffisant pour que les plus grands, à partir de 7-8 ans, ceux qui vont vraiment pouvoir exploiter cette idée-là de choix d'action, ça va pas suffire qu'ils s'amusent en fait, l'aspect memory, je pense. Et en plus, ce côté-là, ça rajoute une durée de mise en place qui, combiné entre placer les outils plus placer les jetons sur le plateau, c'est vachement long par rapport à la durée de partie qui suit, quoi. Il y a aussi une dimension de progression avec un peu des actions spéciales, c'est une espèce de carotte qui va avec l'aspect collection du livret, les différents niveaux de difficulté. Je vous avoue que ça suffit pas à varier suffisamment le sentiment de jeu qui reste essentiellement le même. Justement, ça donne l'impression de n'être qu'une carotte et qu'elle n'a pas un goût vraiment différent ou un meilleur goût que celle qu'on avait avant. C'est dommage vraiment que là encore, comme dans Bubbly, l'expérience de jeu soit pas aussi satisfaisante malheureusement que celle du matériel. Alors, carton rouge pour celui-ci. Alors autant du côté du plaisir de jeu, il y en a, pas de doute. Si je me tenais juste là-dessus, sans doute qu'il serait même dans la partie suivante. Il y a des petits choix, à chaque tour il y a une interaction qui est bien présente avec les adversaires, on peut bien pourrir les lignes qu'on sent convoitées par justement ses adversaires, il y a un petit côté prise de risque avec l'envie d'aller chercher le petit jeton qui va bien, qui va nous faire scorer plus, il y a les 2 jetons là qu'on peut garder face cachée au cours de la partie, c'est aussi une bonne idée, ça apporte un peu de flexibilité, que ce soit pour compléter une collection en le cachant aux autres, ou éviter de se gâcher une collection. Le scoring il est classique et efficace. Eh oui Flavien, mais t'as dit carton rouge, attends, pourquoi ? C'est pas mal a priori de ce que tu dis, t'as plutôt kiffé. Eh bien non, vraiment, enfin, là je suis désolé, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce carton rouge ? Parce qu'en fait, Triqueta, c'est à peu près les mêmes sensations et pas loin exactement des mêmes règles que Coloretto, à 2-3 détails près effectivement. Le matériel est plus luxueux, sans doute plus plaisant à manipuler que les cartes, mais c'est aussi au prix d'un tarif moins accessible. Il y a aussi cette règle effectivement des petites cartes, des petites tuiles qu'on peut prendre face cachée et conserver jusqu'à la fin du jeu. Alors personnellement, mais alors pour le coup je peux comprendre qu'on ressente l'inverse, mais moi je préfère le système de score de Coloretto, avec ces 3 couleurs qui rapportent, ou bien même la variante avec les collections qui vont pas rapporter de la même manière et qui vont apporter un peu de piment. Triqueta, je parlais de la mise en place dans Toko Island, je trouve que dans Triqueta c'est aussi un peu longuet, d'autant plus si vous suivez les recommandations de la règle qui vous dit d'organiser ces piles en fleurs, ça prend 25 ans et ça n'apporte rien, à moins que effectivement vous soyez des gros fanats de la ritualisation qui précède la partie, mais sinon c'est juste hyper long, donc nous on met juste 15 trucs, on les met en vrac et voilà, mais faites ce que vous voulez. Mais disons que Triqueta, si c'était des auteurs qui débutaient, c'était leur premier jeu. J'aurais un peu pu pardonner cette ressemblance en me disant que peut-être que voilà, cette jeunesse ludique, ça expliquait le fait qu'on connaisse pas Coloretto et qu'on propose finalement plus ou moins un clone. Même si dans ce cas, si les auteurs sont jeunes, on peut complètement questionner l'éthique des éditeurs et des localisateurs qui, pour le coup, sont des boîtes qui ont de l'âge dans le milieu et qui sont censés un peu connaître ce qui est déjà sorti. Mais là, le problème, c'est que les auteurs, c'est Stéphane Dora et c'est Ralph Zurlinde, et c'est 2 auteurs qui peuvent pas ne pas connaître Coloretto. Et c'est d'autant plus énervant que, alors je connais pas beaucoup le travail de Ralph Zurlinde qui a notamment fait Finca, mais Stéphane Dora, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je respecte, qui a fait For Sale par exemple, et je vous avoue que le voir se vautrer dans ce qui s'apparente un peu à de la repompe, ça me déçoit d'autant plus pour quelqu'un dont j'avais de l'estime, pour qui j'avais de l'estime. Triqueta c'est certainement pas un mauvais jeu, il invente aucune nouvelle sensation, mais c'est pas mauvais, hein, encore une fois, j'ai pris du plaisir à chaque partie, mais d'un point de vue éthique, c'est de la grosse merde. Voilà, je vous avais prévenu que malheureusement c'était un mois plein de choses qui m'ont marqué du côté négatif, même si j'espère que certains de ces jeux-là ont su vous rendre curieux ou que c'est plus adapté à vous qu'à moi. Et encore une fois, alors même si j'y passe rarement un bon moment sur ces jeux, je trouve que c'est important et assez intéressant moi d'exercer ce que j'appelle la curiosité ludique, même si ça se traduit finalement par des déceptions ou des moments quelconques. Quoi qu'il en soit, on va maintenant passer à des jeux un peu plus recommandables et sur lesquels j'ai passé un ou plusieurs bons moments. Friedman Friese, c'est un auteur important des 25 dernières années, c'est quelqu'un de très créatif qui propose toujours des choses qui valent au moins la peine d'être observées. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo du Pionfesseur à son sujet, il connaît le monsieur bien mieux que moi, parce que moi c'est quelqu'un auquel je m'intéresse, mais finalement j'ai pas joué à beaucoup de ses jeux, notamment pas les plus connus comme par exemple Megawatts, ou à tout hasard, et en 2020 il a proposé 5x15 qui garde dans le titre allemand son amour de ses initiales F et F.
je vous laisse aller vous renseigner. C'est un jeu qui est inspiré par Montana, un jeu que je connais pas du tout, et qui est sorti uniquement en print and play, mais c'est aussi dispo si vous cherchez sur Android gratuitement, je vous mets le lien dans la description. Alors on est face à du casse-tête qui a plusieurs niveaux de difficulté, et l'idée c'est qu'il faut réussir à organiser 5 rangs de 15 tuiles par ordre croissant en déplaçant chacune des tuiles dans des espaces vides en respectant certaines contraintes. Alors on est vraiment dans un feeling de solitaire qui, si j'en crois certains retours, est en fait toujours réalisable, chaque grille est réalisable. De mon côté, alors pour le coup moi j'ai jamais réussi à terminer une seule grille. Alors je pense qu'une fois que t'as le truc, l'intérêt doit se perdre avec un peu une impression de j'ai fini le jeu, quand on a compris un peu l'astuce pour toujours gagner. Reste quand même, je trouve, un système assez malin, assez simple à appréhender, mais qui pour moi c'est assez difficile de visualiser dans son ensemble pour vraiment optimiser les déplacements. Alors c'est sans doute pas une œuvre majeure de sa ludographie, mais c'est une proposition qui était, je crois, offerte au moment de la première année de confinement et qui mérite d'être essayée. Premier jeu à 2 de cette catégorie, Basilica est ressorti chez Portal l'an dernier. En fait, faut savoir que c'est un jeu de 2010 qui a été remis au goût du jour, avec en plus une extension incluse qui rajoute une action pour faire assez court. Alors le cœur de ce jeu, c'est de la pose de tuiles pour faire des zones de couleurs sur lesquelles on va placer des pions pour essayer d'avoir la majorité sur telle ou telle zone, et donc marquer plus de points que l'adversaire lors de 3 moments où on va marquer des points dans le jeu. Alors il y a quelques tuiles joker qui ont plusieurs couleurs et qui vont permettre de relier certaines zones, mais surtout, et c'est un peu ce qui donne son sel à Basilica, c'est le recto ou le verso au choix, hein, je vous laisse voir quel est le recto, quel est le verso, mais donc c'est l'autre côté de ces tuiles, qui sont en fait des actions spéciales qu'on va pouvoir activer et qui vont créer énormément de changements sur le plateau de tuiles que l'on construit petit à petit. En vrac, on va pouvoir rajouter des pions où on veut, on va pouvoir déplacer un pion d'un adversaire, on va pouvoir déplacer un des nôtres, on va pouvoir rajouter des modificateurs à nos pions, comme par exemple doubler la valeur de la zone où il se trouve, ou faire en sorte que s'il y a égalité, il gagne. C'est vraiment avec ces actions-là que ça va être un jeu de chouinerie, on va faire râler l'adversaire, on va empêcher un truc qui est vraiment trop calculatoire, qui se réduirait un peu à de la majorité. Et comme dans Salade de points, il y a ce côté recto-verso qui est assez bien exploité, et en fait dès qu'on récupère une tuile qu'on va rajouter dans la basilique, elle est remplacée par ce qui servait l'action en retournant la tuile suivante, et du coup l'action disparaît pour devenir une tuile de telle couleur. Évidemment ce système ça permet de se prémunir de certaines actions qu'on veut pas laisser à l'adversaire en disant en fait je vais poser cette tuile, c'est pas tellement parce qu'elle m'intéresse mais parce que j'ai pas envie que l'adversaire derrière fasse l'action, donc ça va me permettre de la dégager, ou bien ça permet aussi de se rendre disponible des couleurs qui nous intéressent pour la suite. Alors le jeu je pense est un poil répétitif, un poil trop long aussi, la fin de partie tend un peu à s'éterniser, mais j'aime beaucoup moi le flux de retournement des tuiles, je trouve ça assez élégant, et j'aime beaucoup aussi le fait que, je l'ai dit, il y a 3 scorings, et entre chaque manche, on va supprimer certaines tuiles, en gros le bas de la basilique pour faire court, mais les autres tuiles elles vont rester. Par contre nos pions ils nous sont rendus, ce qui fait que là où on avait des majorités avant, maintenant c'est vide, et ça va offrir du coup pas mal d'autres possibilités selon la configuration de ce qui va être resté. Enfin un petit détail, mais il y a aussi, quand on fait des actions spéciales, là sur ce dos de tuiles, l'adversaire va en choisir une, j'ai la possibilité de suivre cette action, mais pour ça il faut que je lui donne une pièce, et on a une seule pièce dans le jeu. Donc je lui donne une pièce, et après l'adversaire en a 2, donc jusqu'à ce que lui décide de suivre une de mes actions et m'en rende une. Et c'est assez intéressant cette idée là, parce que du coup ça lui donne la possibilité de nous suivre 2 fois, ou bien c'est en fait un choix que tu fais à des moments bien précis parce que ça te prive aussi de la possibilité de le suivre par la suite. Donc c'est une bonne découverte, c'est sans doute pas un indispensable, mais je trouve que pour un jeu de 2010 il a pas trop vieilli vraiment dans son cœur mécanique. Parfois c'est un peu difficile d'identifier les options qui nous sont offertes, mais si vous arrivez à vous détacher un peu de l'espèce d'analyse de voir à plusieurs coups, c'est quand même plutôt une bonne recommandation de ma part. Dans Empire's End, on a toutes et tous un territoire qui est voué à la destruction, et ce qu'on veut nous c'est juste que sa destruction soit un peu moins totale que celle de nos adversaires, alors que y a, tour après tour il y a des désastres, des catastrophes naturelles qui vont s'enchaîner, et nous on va essayer de les éviter en misant des ressources, et finalement mise après mise, il y a une personne qui va se dévouer pour subir le désastre et qui va détruire un bout de son empire. Mais en acceptant ça, aussi, elle récupère toutes les ressources qui ont été misées les tours précédents. Alors Empire's End, c'est comme beaucoup de jeux de John D. Clair, qui est l'auteur, c'est un objet ludique assez intéressant à décortiquer, je trouve. Il procure un sentiment assez fort de lutter contre l'inévitable et de faire que retarder ce qui finira par arriver, c'est la fin de la civilisation. Et alors c'est un jeu qui peut procurer du stress, de l'angoisse, et l'impression qu'on va jamais s'en sortir malgré tous nos efforts qu'on mise, mais qu'en fait on fait que retarder l'inévitable. Ça rappelle aussi, je trouve, un jeu un peu comme l'année du dragon en termes de punition et d'avoir l'impression de lutter vraiment à chaque
tours de jeu, et je trouve que c'est un parti pris qui est assez rare dans le jeu de société pour être assez précieux. Surtout, je trouve que ce ressenti-là, il rencontre vraiment très bien le thème, même si bon, je vous avoue que du côté du thème, il y a quand même pas mal d'éléments qui restent un peu nébuleux, voire paradoxaux, parce que ok, on accepte le désastre, donc on peut imaginer que la prise des ressources pourrait être justifiée par le fait que c'est un pillage, mais alors comment on peut expliquer que c'est la personne qui subit ces dégâts qui pille son propre territoire? C'est un truc que j'ai du mal à conceptualiser. Et l'autre bizarrerie, c'est pourtant pour le coup un élément de dynamisme assez malin en termes de jeu, c'est que il y a une espèce de destruction de moteur avec la destruction de notre empire, mais ça se fait en parallèle de la construction d'un autre moteur. Parce que le désastre qu'on subit, en bas de la petite carte désastre, il y a un petit effet qu'on va glisser sous un lieu qui lui est encore en bon état, et en fait c'est un petit bonus qu'on va pouvoir profiter lors de certaines phases de maintenance, d'entretien, de revenus, ce genre de trucs. Et alors finalement en fait ce que ça fait, c'est qu'à la fin de la partie, on a réussi à créer un moteur puissant qui parfois rapporte beaucoup plus que ce qu'on avait avant la destruction. Alors c'est une dynamique super intéressante, ce côté destruction et construction en parallèle, mais du coup j'ai du mal à ressentir la pertinence thématique. Ce sentiment original de vraiment subir dont je parlais, ça m'en sort un petit peu. Cette impression d'inéluctabilité, en fait, finalement, elle est vachement compensée par le fait que, ah oui, ok, bon, je prends ça, mais en même temps, je construis ça à côté, et puis ça va me rapporter plein de points. Du coup, je sais pas, moi, ça me perturbe tellement, j'ai essayé de chercher un peu des raisons à ça, et peut-être qu'il faudrait plutôt voir la fin de l'Empire, plutôt comme un changement de paradigme, plutôt une transition d'une civilisation à une autre, plutôt qu'une destruction, et du coup, là, ça aurait du sens vis-à-vis d'une construction parallèle à cette destruction. Voilà, ça, c'est mes idées thématiques, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, John D. Clair, il arrive à avoir un cœur de jeu qui est super puissant, qui vaut le coup vraiment d'être découvert, même si ça sera forcément, je pense, une expérience clivante. Je pense qu'on peut détester ça, notamment du fait des sentiments qu'il peut provoquer, mais encore une fois, c'est quelque chose qui le rend assez précieux, je trouve, par rapport à des jeux où toutes et tous on va ressentir à peu près la même chose, et finalement on aura un ressenti consensuel qu'on a l'habitude en fait de rencontrer avec plein d'œuvres. Là il y a quand même quelque chose d'assez unique, ou en tout cas rare au niveau du sentiment de jeu. Alors comme d'autres jeux de l'auteur, par contre, j'ai l'impression qu'il y a ce cœur-là qui est très fort et qui bat, mais que tout autour de ça, en fait, il y a beaucoup trop de gras, ça manque d'épure, et l'expérience finale, en fait, c'est un peu trop long, c'est trop répétitif. C'est dommage parce que j'ai l'impression, par exemple, à Dead Reckoning, j'ai l'impression que c'est aussi un peu sur ce problème-là. J'ai pas essayé un Dead Reckoning, mais c'est mon sentiment, en tout cas, des parties que j'ai vues. Il y a la dynamique et le flux du jeu qui va aussi sûrement dépendre des personnes autour de la table, de à quel point on va se sacrifier, ou à quel point on va miser beaucoup, et le sacrifice à quelle vitesse il va arriver. Parce que du coup, on peut aussi créer des prises de risque en se disant, bon, je vais l'accepter, mais j'espère encore faire un tour de ressources pour récupérer un peu plus de ressources. Ce genre de truc, ça va vraiment dépendre à mon avis des gens autour de la table. Alors je me questionne aussi, j'ai pas eu l'occasion d'essayer à deux. Le système de mise est sûrement un peu moins passionnant, je demande qu'à essayer. Et pareil pour le côté longuet, pour le coup j'ai joué que sur Tabletop Simulator, parce que c'était un financement participatif, et je peux qu'espérer que le numérique finalement ait nuit un peu de ce point de vue, du point de vue du rythme et du dynamisme, et que justement le passage au physique permette d'être un peu plus rapide, et que ça évite un peu de s'enliser dans la redondance. En tout cas, malgré quand même plusieurs limites dont je vous parle, il y a quand même ce cœur là dont je parlais, qui bat vraiment, qui est fort, qui peut pousser au rejet, mais c'est un cœur qui se fait entendre, et ça vraiment c'est super cool. Va falloir vous habituer à voir ici et là Phil Walker Harding dans ses vidéos, souvent du côté des trucs au moins pas mal. Ok, certes il a fait Cozy Kazakh et une purge avec Matthew Dunstan, mais sinon je trouve que son nom est une valeur à peu près sûre. Et alors Gingerbread House, donc la petite maison au pain d'épices, ou deux pains d'épices, je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous dites, c'est un jeu qui vous propose d'attirer différents personnages de contes dans votre maison, et cette maison vous allez la faire grandir à coups de tuiles que vous allez empiler. Une maison qui est assez petite, je crois elle fait 3 tuiles sur 3, donc enfin 3 par 3, donc voilà, il y a 9 carrés. Ce que vous allez recouvrir, ça va vous donner les ressources. Donc si je recouvre telle couleur, ça va me donner telle couleur. Le petit pain d'épices en cœur, ça va me donner le petit pain d'épices en cœur, c'est ça les ressources. Et du coup, ces ressources-là, en fait, on va devoir les dépenser après pour attirer ces fameux personnages qui, eux, vont nous rapporter des points. Alors en plus de ça, vous allez essayer évidemment de faire des étages qui sont complets pour récupérer des petits objectifs bonus qui vont rapporter des points qui vont dépendre en fait de ce qu'on a fait au cours de la partie. Alors tout ça est assez fluide. L'écrasement des tuiles, ça crée des petits dilemmes ici et là. On essaie évidemment au mieux de profiter des bonus qu'on peut obtenir. Il y a aussi quelques petites actions un peu spéciales, il y a de l'opportunisme, il y a la bonne occasion qui se présente au bon moment. Il y a aussi un peu de préparation avec l'idée de réserver certaines cartes pour plus tard, en espérant réussir à récupérer les ressources, ou parfois on va réserver juste pour priver l'autre qu'on voit qu'il a presque les ressources pour aller les chercher. Alors je l'ai dit plusieurs fois depuis que je fais des vidéos, mais la spatialisation pour moi c'est assez difficile, et alors pourtant
dans Gingerbread House, alors que même il y a de la verticalité, hein, ce qui est encore plus compliqué pour moi, mais j'arrive assez vite à évaluer ce que je veux et comment je peux l'obtenir, à l'inverse par exemple d'un color field dont je parlais plus tôt. Et alors ici, en fait on a le choix juste entre 3 tuiles, on peut réfléchir à leur disposition pendant le tour des autres, sans que ce soit un jeu, encore une fois, complètement sans interaction, et puis l'espace dans lequel on peut jouer est lui bien délimité, et je trouve que du coup on arrive assez vite à se dire c'est là que je vais le poser pour l'instant, c'est là que c'est le plus intéressant. Alors on retrouve quelques habitudes de l'auteur de Phil Walker Harding, par exemple ces ressources là à la fin, elles rapportent 1 point pour 2 ressources, et ça compense un petit peu le fait de pas avoir réussi à les dépenser à meilleur escient au cours de la partie. Ça rappelle clairement les croix de fin de partie de Super Mega Lucky Box, c'est un bon moyen de valoriser quand même des choses qu'on a fait et qu'on n'a pas réussi à optimiser. C'est malin, c'est charmant, c'est pas non plus inoubliable, hein, cette idée de dépenser des ressources pour les personnages, c'est assez classique. C'est sans doute pas le jeu de Phil Walker Harding que je préfère, mais j'ai passé de bons moments et j'y rejouerai ou je le recommanderai avec grand plaisir. On retourne chez Helvetic, qui, un peu comme InGames depuis quelques années, sort des jeux dans ses toutes petites boîtes. La plus connue c'est sans doute Bandido, qui a aussi sa version Bandida, et voilà, je suis content quand même qu'il y en ait un qui soit dans cette catégorie plutôt que dans les déceptions, et Kariba est dans cette gamme de petites cartes avec, il y a juste 64 cartes et un petit plateau central à assembler comme des pièces de puzzle, puzzle ou puzzle, hein, vous le dites là aussi comme vous voulez. Derrière ce jeu, il y a quand même le Dr Knizia, ce qui est en général suffisant pour attirer la curiosité. Alors je vous avoue que j'ai commencé à jouer et j'ai fait les premières parties à 3 ou 4, et c'était pas nul, mais ça aurait pas fini dans cette partie je pense. Il y a beaucoup d'opportunisme, la thématique est assez rigolote, et elle est plutôt, elle justifie plutôt bien la mécanique, cette espèce de chaîne alimentaire. Il y a l'impression quand même de faire quelques coups coquins, en tout cas voilà, ça m'a suffi pour faire quelques parties quand même et me dire il y a quand même peut-être quelque chose, et c'est la première partie à 2 qui vraiment m'a poussé en fait à l'acheter et à y rejouer plusieurs fois. Depuis j'ai refait des parties à 3 et 4, et même si c'est pas désagréable, c'est vraiment moi la configuration à 2 que je préfère. Le cœur du jeu ça reste le même, l'opportunisme il est toujours là, la chance elle est toujours là aussi, mais il y a quand même à 2 un peu plus de place à une forme de planification et de vision à 2 ou 3 tours. On va récupérer des cartes, mais ces cartes-là, ça va aussi offrir des proies à l'adversaire, peut-être parfois un nombre de cartes plus grand que ce que ça nous a rapporté. Il y a même un peu de mémoire, où pour ma part, comme vous commencez aussi peut-être à le comprendre, mais je suis absolument nul en mémoire, ça va plus être du feeling, de l'intuition, et j'arrive mieux à mettre ça en œuvre à 2, parce qu'il y a 64 cartes, donc il y a 8 x 8, et donc on peut essayer vaguement, en fin de partie, d'essayer de se rappeler, je pense qu'il reste à peu près tant ou tant de cartes de ça, donc je vais peut-être pouvoir jouer ça, et peut-être qu'ils vont pas pouvoir manger cet animal par la suite. Je trouve que d'ailleurs la fin de partie, quand on pioche plus de cartes parce que la pioche est épuisée et qu'on doit juste vider une main de quelqu'un autour de la table, c'est le moment que je préfère, parce qu'il y a vraiment une question de timing où on va jouer des trucs pour essayer d'éviter d'offrir à l'autre quelques derniers points. Je sais pas si vous connaissez Dragonheart ou Opal, si c'est pas le cas, découvrez-le, c'est vraiment moi un de mes jeux à 2 préférés que j'ai découvert en 2022. Mais j'ai l'impression, moi, en jouant à Kariba, c'est comme si Dragonheart s'était concentré vraiment sur la mécanique des nains. C'est des personnages qu'on va récolter que si on place la 4e carte. Là aussi, il y a un peu de prise de risque, il y a la peur de placer une carte et que l'autre place les 2, alors que finalement on espérait compléter au tour suivant. On pourrait craindre un peu que, voilà, réduit à cette mécanique, le jeu perd en intérêt, en dynamisme, que peut-être même il soit un peu longuet, mais finalement il y a vraiment un tempo qui est assez intéressant, même en termes de dynamique globale. Il y a ce cercle là, il se remplit, il se vide, c'est un peu comme une marée d'animaux si vous voulez, donc c'est une bonne surprise, qui est adaptée pour le coup à un public très très large, et potentiellement assez jeune aussi, parce que la mécanique de base est très simple, et du coup je le conseille vraiment, notamment à 2. Le hasard de l'alphabet fait qu'on reste chez le Dr Knizia avec Longboard, et on retourne pour le coup chez 25th Century Games, qui finalement, en fait, pour sortir un jeu un peu mieux que ceux que j'ai déjà cités, ils avaient que besoin d'un bon auteur. Alors ici on doit créer sa longboard, sa longue planche de surf, d'où le nom du jeu. On va faire des planches de plusieurs couleurs, pour lesquelles, un peu comme dans les Cités Perdues, autre jeu de Knizia, il va falloir placer ces cartes en ordre croissant, où on a le droit de sauter des numéros, voilà, sur mon 4 j'ai le droit de placer 4 ou plus, et si possible, sur ces cartes là il y a des petits stickers sur les planches, donc on va essayer de mettre des cartes qui ont plus de stickers que les autres, puisque c'est ça qui nous rapportera des points à la fin de partie, si la planche possède au moins 4 cartes. Les planches qui sont pas terminées, donc qui ont moins de 4 cartes, elles vont nous faire perdre quelques points, même si ça reste relativement anecdotique. À ça on va rajouter 4 objectifs tirés en début de partie parmi une vingtaine je crois, qui sont par exemple faire des planches sans utiliser de joker, avoir plus de planches rouges que les autres,
avoir la planche la plus longue, des choses comme ça. C'est rien de bien sorcier, hein. Je trouve que l'effet d'empilement des planches, donc on fait se superposer les cartes, c'est plutôt cool, et c'est aussi un moyen de cacher le score petit à petit aux adversaires. Et alors à son tour, on peut soit piocher, soit commencer une planche ou rajouter une carte à une planche existante, mais surtout, et c'est là qu'est un peu tout le sel du jeu, il y a une troisième action possible qui permet de piquer les cartes aux autres pour les mettre tout de suite sur une de nos planches. Donc je vais aller piquer cette carte bleue là, et je vais la mettre tout de suite, donc c'est en fait 2 actions en une, puisque c'est récupérer et poser. C'est une action méchante, qui fait souvent râler autour de la table, mais pour la faire, et c'est là que c'est intéressant, il faut payer l'adversaire avec une ou des cartes qui, quand on les additionne, ça fait une valeur plus haute que celle qu'on lui prend. Par exemple, si je veux prendre une carte 5, il faut que je donne par exemple un 3 et un 3, des trucs comme ça. Alors ok, peut-être que les couleurs qu'on lui donne, bah ça intéresse pas, peut-être que nous non plus, c'est pas forcément quelque chose qu'on perd parce qu'on n'avait pas l'intention de les utiliser, mais au-delà de donner ces cartes-là, donc qu'il pourra utiliser pour agrandir ses planches, surtout, en fait c'est aussi une monnaie, l'air de rien, de la monnaie qu'on lui offre et que la personne pourrait servir comme monnaie d'échange pour piquer à nous ou à quelqu'un d'autre une carte qui l'intéresse plus. Et je trouve qu'il n'y aurait pas ce système, Longboard, il aurait fini un peu dans l'oubliable, la catégorie un peu pas ouf, mais il y a cette circulation des cartes, et donc d'une forme de pouvoir d'achat que je trouve vraiment maligne, et ça suffit à donner envie d'y revenir, surtout que c'est couplé à la course à la 4ème planche, puisqu'on peut mettre fin à la partie à partir du moment où on a fait 4 planches. On peut, mais on n'est pas obligé. Je sais que parfois je me satisfais d'un nombre de tours fixe, mais il y a cette notion de course quand même, et de maîtrise de la durée de partie qui, moi c'est quelque chose qui me parle, et qui tout de suite en fait ça force à regarder un peu le jeu des autres, en tout cas bien plus que dans la plupart des autres jeux de 25th Century Games, dans lesquels, je vous l'avais dit, hein, mais la fin de la partie c'est surtout une pioche qui se vide. Alors clairement, c'est pas le meilleur Knizia, c'est sans doute pas un jeu qui restera dans les mémoires, mais c'est un que peut-être vous devriez essayer, et pour le coup je trouve qu'il est aussi intéressant à 2, 3 ou 4. Je vous ai parlé plutôt de Mandala Stones que j'avais trouvé assez peu à mon goût, et ben celui-là c'est du coup la chance qui me l'a fait essayer. En cherchant en fait Mandala Stones sur le workshop de Tabletop Simulator, j'ai vu ce jeu à 2 et je me suis dit allez, thématique mandala, allons-y, eh bien bonne pioche. Alors que j'avoue que moi j'en avais pas trop entendu parler, même s'il il a pas mal de notes par exemple sur Board Game Geek, et les auteurs sont pas inconnus du tout, hein. Il y a le très prolifique et l'assez inégal Brett J. Gilbert, mais il y a aussi Trevor Benjamin, sur lequel j'avais un peu plus de mal en fait comme ça à mettre une ludographie en tête, mais qui est derrière inflexible et champ d'honneur, rien que ça, ou Great Plains, pour en citer un avec lequel j'ai moins accroché. Alors ici le thème du mandala, il est surtout dans le fait qu'on va récupérer certaines cartes qui vont glisser dans notre rivière, un peu comme si la marée emportait ces créations qui sont là créées pour être éphémères. Mais alors en termes de ressenti, on va pas se mentir, on est plus du côté de District Noir en termes de tension, donc assez éloigné de l'aspect zen et contemplatif que je lis au mandala. Comme souvent dans les jeux à 2, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je disais que ça manquait un peu par exemple dans King Domino Duel, on est vraiment dans des choix assez serrés, des ouvertures, de l'opportunisme. C'est une espèce de bras de fer qui, pour le coup, encore une fois, est assez éloigné du thème, mais voilà, il y a une limite par rapport aux couleurs qui peut être présent que à un endroit qui est assez maligne. Le système de points il est pas très inédit, hein. On le retrouve par exemple dans Hats qui est sorti récemment en français, mais c'est un système que moi j'aime bien, qui force un peu à évaluer, ah bah ça j'ai plutôt envie que ça me rapporte 6 points cette couleur et celle-ci 2, mais en même temps, enfin il y a plein de petites contradictions comme ça qui vont se mettre en place, que je trouve très cool. Il y a 3 actions, elles sont toutes intéressantes, même si j'avoue que parfois j'oublie un peu celle qui nous dit attention, il faut toujours garder une carte, vous n'avez pas le droit de vous débarrasser de tout, même si on s'en rend vite compte parce qu'il n'y a aucune action qui permet de piocher gratuitement. Dites-moi vous dans les commentaires si vous le connaissiez. Moi dans toutes mes parties on a toujours fini en complétant la rivière. On n'a jamais fini en terminant le paquet de cartes, on en était d'ailleurs assez loin, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez différemment, si du coup le rythme de jeu est pas le même, mais en tout cas c'est vraiment une très très bonne surprise qui vient très largement compenser l'ennui que je ressentais sur l'autre jeu de Mandala, et c'est un jeu que je vous conseille de découvrir si vous avez l'habitude de jouer à 2. Jeu à 2 toujours, et j'avais dit que ce jeu-là il me chauffait bien moi dans mon bilan 2022, avec notamment Richard Garfield qui est attaché au projet, même si je crois que c'est pas lui qui en est à l'initiative du tout. J'aime beaucoup les petits jeux de cartes d'affrontement qui sortent depuis quelques mois, avec un peu de combo, mais où il n'y a pas forcément trop de temps qu'il faut passer à la création du deck en amont, et avec des parties qui vont avoir une durée assez ramassée. Alors en janvier je vous avais parlé de Tomorrow, dans le bilan 2022 je vous avais parlé de Bestials en guerre, il y a Marvel Snap qui a bouffé pas mal d'heures de ma vie avec mon consentement et un grand plaisir. Et dans Mindbug, on retrouve ce côté très très expéditif, que ce soit du côté des points de vie, puisqu'il n'y en a que 3, que ce soit du côté du deck qui est très restreint,
et on va surtout, quand il est fini, on va pas remélanger la défausse, et on éclaire. Bon, tout ça c'est des héritiers de Magic, et des JCE éventuellement, ce genre de choses. Ils tentent tous d'apporter un peu leur pierre à l'édifice, chacun d'une certaine manière. Et alors de base, c'est un genre de jeu qui me parle beaucoup, mais dont je me suis éloigné, comme dit Magic, j'ai joué quand j'étais au lycée, mais la création de deck prend trop de temps pour moi. Et ici, alors le twist et le cœur, ça vient vraiment de la mécanique qui va donner son nom au jeu, le Mindbug, et ça permet, vous l'avez sûrement entendu, mais de piquer une carte à son adversaire et de la mettre sous notre contrôle. C'est vraiment une mécanique cool. Le reste est plutôt accessoire, je trouve. En tout cas avec la boîte de base, il y a des pouvoirs qui sont pas très originaux, qu'on a déjà vu dans d'autres jeux de cartes. L'univers lui-même, je vous avoue que j'y fais pas très gaffe, là où Magic par exemple a un univers absolument incroyable, allez voir la vidéo d'Alt236 dessus. Le système d'affrontement, c'est pas non plus le truc le plus passionnant du monde, mais ce Mindbug là, bah ça suffit en fait à pimenter suffisamment le truc pour qu'il y ait cette petite différence et ce petit souffle là. En fait ça va créer de la prise de risque, du bluff, de la surprise. La valeur de chaque carte en fait elle va être modifiée puisque elle a pas la même valeur si on peut me la prendre, forcément. Et ça va aussi changer la manière, le moment où on va utiliser telle ou telle carte. Le moment où on déclare ce Mindbug, ça pourrait être vu comme un truc qui casse le rythme, parce qu'à chaque tour il faut dire « utilise-tu ton Mindbug ?» Et c'est un peu le cas. Mais surtout, enfin, et c'est cool, c'est un moment très agréable où on va attendre la réponse de l'adversaire. On est là, tu l'utilises ou pas? Alors parfois on est impatient parce que c'est prévu, on espère qu'il va le prendre, et parfois on est déçu qu'il l'utilise pas, et parfois c'est plutôt avec inquiétude, c'est oula, celui-là j'espère vraiment pas que tu le prennes. J'ai pas grand chose à rajouter finalement sur ce jeu, je regrette quand même que finalement tout le jeu tienne dans cette mécanique. Alors c'est une mécanique très puissante qui apporte beaucoup d'émotions, mais je trouve que le reste c'est pas très intéressant quand même. Je croise les doigts pour le coup pour qu'il y ait des nouvelles cartes qui apportent des nouveautés, comme dans Magic où voilà, chaque nouvelle sortie permettait des mécaniques parfois un peu plus intéressantes que les précédentes. Donc j'espère que ce sera un peu le cas pour Mindbug, pour donner un peu de sel, même si on se retrouve en fin de partie à avoir utilisé tous nos Mindbugs, que ça reste quand même intéressant. Je parlais héritage et filiation pour Mindbug, et ben difficile de ne pas voir la paternité de Star Realms sur cette proposition de deck building dans l'univers de Star Wars. Alors il y a une rivière, il y a des ressources ou des points d'attaque, il y a les fameux vaisseaux capitaux, les capital ships qui restent tour après tour, et qu'il faut détruire avant d'attaquer directement son adversaire. Il y a des factions qui vont avoir des synergies entre elles. Voilà, tout est un peu là pour rappeler ce qui est quand même une référence du genre, alors tant dans les systèmes de jeu que dans le rythme du jeu, mais quand même, le jeu Star Wars, il apporte son petit lot de nouveautés, c'est pas un plagiat comme pouvait l'être Triqueta vis-à-vis de Coloretto, et ces nouveautés, ça lui permet à la fois de se détacher un peu de son modèle et de coller un peu à la licence, et des choses qui thématiquement sont plutôt bien trouvées. Une licence qui est plutôt très grand public, même si on reste quand même dans une proposition que je vais pas juger très très accessible. Plutôt que des points de vie, en fait, là pour le coup c'est des... Voilà, dans Star Realms c'est 50 points de vie, là il y a 3 bases à détruire, on est retour dans le 3 de Mindbug. Et ces bases-là, on va pouvoir les choisir à chaque fois qu'une est détruite, on va pouvoir choisir parmi un pool de différentes bases, celle qui va avoir le meilleur potentiel à tel moment, grâce à des capacités qui peut-être manquent un poil de folie, mais qui sont dans l'idée assez chouettes. Il y a aussi la piste de la force, qui paraît un peu accessoire, parce qu'elle permet d'avoir une ressource si vraiment la force est complètement de notre côté. Et en lisant les règles, je me suis dit, ouais, bon, ok, soit, vraiment, t'es juste là pour la thématique. Et finalement, il y a certaines cartes qui utilisent cette piste de manière assez maligne, et pour moi ça suffit à justifier son existence, et du coup ça fait aussi une nouvelle ressource qui permet d'attirer la force. Enfin, et c'est sans doute la différence majeure qui a été remarquée par à peu près tout le monde, il y a la décision de faire des cartes pour chaque faction et des cartes neutres. C'est vraiment super en termes de gestion de la rivière, et surtout il y a l'idée d'associer ce choix là, donc des cartes un peu spécifiques pour chacune des factions, avec la possibilité soit d'acheter les cartes de sa faction, soit de détruire les cartes de la faction adverse pour le même coût que ce qu'elle coûterait à l'adversaire. Mais ce coût-là, c'est en puissance de combat du coup, et ça donne un intérêt à la valeur d'attaque en plus que celle d'attaquer l'ennemi, et ça nous donne en général des petites récompenses, parce que ça a du sens en termes de thématique. Ça permet aussi de valoriser la stratégie combat autrement que juste en tapant sur l'adversaire. Ça permet aussi une forme d'attrition, puisqu'on va pouvoir vider la rivière. Si on détruit les cartes de l'adversaire et que derrière la pioche c'est des cartes à nous, l'autre ne va pas pouvoir les acheter. Donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Alors même si parfois j'avoue qu'on se pose un peu la question de qui est vraiment auteur du jeu. Perso, j'espère que, même si j'y crois pas trop, que ceux de Star Realms sont remerciés dans le livret de règles, j'ai pas vérifié, mais ce serait la moindre des choses. Mais j'ai vraiment trouvé que les particularités que j'ai citées, ça suffit à en faire une expérience quand même assez différente pour qu'elle mérite d'exister. Alors comme je suis moins un grand fan de Star Realms, j'ai pas grand chose à redire, si ce n'est que mes parties sur Tabletop Simulator, qui a un mode mais
bravo à la personne qui l'a développé à la vitesse de l'hyperespace pour le coup, mais le mode il est super bien scripté, super bien foutu, et donc les parties que j'ai faites, ça m'a donné envie d'y revenir quand même. Après voilà, de là à ce que ça touche un public aussi large qu'espéré ou que ça devienne une nouvelle référence du genre, il y a un gouffre, pour l'instant je vais m'abstenir de le franchir, on verra d'ici quelques années. Voilà pour les expériences qui étaient au moins pas mal. Et comme toujours, on va finir avec ce que j'appelle les tops, les jeux que j'ai préférés ce mois-ci, et auxquels je vous recommande vivement de jeter un œil si vous en avez la possibilité. C'est donc parti pour les coups de cœur. On commence cette partie des coups de cœur avec un jeu de pli, et vous allez voir que c'est un peu une thématique qui va revenir ce mois-ci. Enfin, je parle de jeu de pli, mais on va dire jeu de cartes, jeu de pli, jeu de défausse, jeu d'escalade, tout ça. C'est des genres et des sentiments auxquels moi je suis assez sensible et pour lesquels je me passionne pas mal ces derniers mois. Alors celui-là, 99, il a été créé par David Parlett, qui est un auteur super connu, qui est l'auteur du premier Spiel des Jahres, Le Lièvre et la Tortue, et de plein d'autres choses. C'est un jeu qui, si j'en crois ce qui est écrit sur son site, a été conçu en 67, même si BG indique 74, qui est peut-être la date de commercialisation des règles, je sais pas. C'est un jeu aussi qui est jouable sur Board Game Arena, ou avec un simple jeu de cartes. C'est intéressant, c'est un jeu qui a connu plein de petites variantes dont Parlett il parle sur son site à travers les années. C'est assez cool de voir le suivi réflexif durant des années autour de ce seul jeu. 99, c'est aussi un nom qui lui colle très bien et qui est très bien trouvé, parce que c'est le maximum de points qu'on peut mettre au cours d'une manche. Alors je vais pas trop m'attarder sur les mécaniques, mais en gros c'est un jeu de pli must follow, où on doit suivre à la couleur, où on peut pisser, on n'est pas obligé de couper à l'atout, et où l'atout va pouvoir évoluer de manche en manche. Et surtout, c'est un jeu où il y a un pari sur le nombre de plis qu'on pense faire. Alors cette phase de pari, elle est vraiment super. Moi, c'est le moment que je préfère dans 99, puisqu'en fait, le pari, on va mettre 3 cartes de côté, forcément 3, et ça va déterminer le nombre de plis qu'on espère faire. Bien sûr, c'est l'occasion de faire des coupes, des trucs habituels dans les jeux du genre quand on écarte certaines cartes, et ça permet aussi d'éviter le tout calculatoire ou le card counting, le décompte des cartes, parce qu'on retire certaines informations. Et alors rapidement, pour revenir quand même sur la mécanique, en gros chaque carreau, on prévoit, pour chaque carreau qu'on met dans ces 3 cartes, 0 pli. Pour chaque pique qu'on met dans ces 3 cartes, on prévoit 1 pli. Pour chaque cœur, c'est 2, et pour chaque trèfle, c'est 3. Donc admettons que si vous mettez 2 cœurs et un pique, vous prévoyez donc de faire 5 plis. Les pourquoi du 0, 1, 2, 3, je vous laisse les découvrir, c'est assez rigolo. Mais il y a des raisons par rapport au symbole des cartes. Alors selon le nombre de personnes qui atteignent leur pari, ça va faire des bonus. Voilà, si je suis tout seul à atteindre mon pari, ça me fait X points en plus. Si on est 2 à atteindre notre pari, ça nous fait un peu moins, etc. Et on rajoute à ça une possibilité dans l'ordre du tour de révéler en fait son pari. Alors du coup, quand on révèle son pari, on révèle à la fois le nombre de plis qui était prévu et les cartes qu'on a mis de côté, ou on peut même carrément jouer main ouverte, donc en révélant à la fois notre main et notre pari. Et alors si on arrive à atteindre le pari de cette manière-là, ça fait respectivement 30 points si on a révélé nos cartes mises de côté, ou 60 points si on révèle toute notre main. Mais si c'est raté, si on n'atteint pas notre objectif, c'est les adversaires qui prennent ces points. Donc c'est des points qu'on perd quelque part. Et ça fonctionne super bien. Notamment, il faut quand même autour de la table au moins 1 ou 2 personnes qui sont du genre à prendre ces risques-là et à vraiment révéler des mains. Ça donne un jeu super vivant, avec justement des scores qui vont faire le yo-yo, où vraiment on va donner des points aux autres et tout. Alors que si personne ne fait ce genre de pari, que tout le monde joue pari et main fermée, c'est un peu plus plan-plan, avec juste, on va marquer X points selon le nombre de plis qu'on a pris. C'est vraiment les paris et puis les révélations de paris qui vont faire bouger les scores, qui vont apporter des moments assez forts, des moments de joie, des moments de « Ah, j'y étais presque, il me manquait juste une carte pour faire mes 30 points de bonus ». Aussi des illusions par moment, mais au fur et à mesure de la manche qui se déroule et qu'on se dit « Oula, j'ai vraiment mal vu mon truc ». Mais aussi, il y a des moments assez cool de stratégie quand justement on est face à quelqu'un qui a dévoilé toute sa main, on peut vraiment être là à se dire « Ah ok, donc je vais jouer ça, il va être obligé de suivre, je vais lui faire perdre son pari, boum, et les 30 points ils sont pour moi ». C'est vraiment incroyable. c'est jouable facilement, donc si vous avez un jeu de cartes, c'est créé il y a 45 ans, c'est assez fou de se dire ça et que ce soit si bien. Jouez-y vraiment, d'autant que sur Board Game Arena l'adaptation est vraiment bien fichue, même si évidemment on retrouve pas le plaisir de taper le carton comme en vrai. On continue avec les jeux de cartes, mais on va quitter les plis pour aller vers la défausse et l'escalade. Donc c'est un jeu japonais, réédité par Portland Game Collective, et on a, selon le nombre de joueurs ou de joueuses, X exemplaires de cartes qui vont de 1 à 15, mais il n'y a pas de 6 ni de 10, ce qui donne son nom au jeu, et ça permet notamment de mettre fin à un moment ou à un autre à l'escalade en limitant les suites à 5 cartes. Voilà, je vous mets une image pour expliquer le 5-3
5. De la défausse d'abord, parce que le but c'est de se débarrasser de sa main avant les autres. Et dans ce cas-là, quand quelqu'un s'est débarrassé de sa main, les autres marquent les points des cartes qui leur restent en main, sachant que les extrémités, donc les 1, les 15, ça vaut moins de points si on les garde en main que les cartes plus centrales, et pourtant c'est celle-ci qu'on va le plus utiliser pour marquer, pour réussir à faire des meilleures combinaisons. Alors dès qu'une personne va dépasser les 20 points au total, la partie elle est finie, et on gagne si on a moins de points que les autres. Et donc ça c'est pour le côté défausse. Le côté escalade, parce que comme dans plein de jeux comme Caro Combo ou Scout, pour en citer des qui ont bien marché ces dernières années, on peut quelque part enchérir sur une combinaison en proposant une meilleure. Faut savoir que pour rendre toutes les cartes intéressantes, il y a un petit twist qui fait que les suites les plus puissantes, c'est celles avec les cartes de plus faible valeur. Donc typiquement une suite qui commence par un 1, donc 1-2, c'est mieux que 3-4, et que 14-15. Là où quand on joue des cartes toutes seules, ou des paires, des brelans, etc., c'est les valeurs les plus élevées qui sont plus puissantes, donc un double 15 est mieux qu'un double 14, qu'un double 13, etc. Au début c'est un peu contre-intuitif, ce truc-là on a tendance à l'oublier, et finalement alors c'est rigolo, ça permet effectivement de donner de l'intérêt aux cartes les plus faibles, mais l'intérêt principal ça vient vraiment d'une autre action, parce que je l'ai dit, on peut enchérir avec une même combinaison, donc si j'ai mis un double 2, derrière on peut mettre un double 3, un double 4, un double 15, mais aussi, et surtout, on peut rajouter des cartes à celles qui sont visibles pour transformer la combinaison. Par exemple, s'il y a une suite 4-5, au lieu de faire une meilleure suite, je peux juste rajouter un 3, ce qui fait que c'est une suite de 3, 4, 5. Et du coup, pour la suite, pour enchérir, il faudra faire des suites de 3. Ou on pourra encore rajouter un 2 pour faire un 2, 3, 4, 5, et donc encore agrandir la suite. Alors il y a quelques bidules pour casser l'enchère, pour reprendre la main, c'est assez accessoire comparé à vraiment cette action de modification de la combinaison qui est vraiment trop cool. Le rythme et le flux de jeu, c'est assez différent quand même d'autres titres du genre, je trouve c'est assez spécifique. Tout comme l'évolution de notre main au fur et à mesure de la partie. Moi j'adore regarder ma main au début de jeu et évaluer un peu le potentiel. Dans Scout, ça va être en regardant les deux côtés des cartes. Ici, c'est plus dans l'idée. Alors là, j'ai une belle suite, mais avec cette carte-là, je pourrais aussi faire un brelan. Et en fait, c'est autant de réflexion et de prévision qu'on va mettre à mal au cours du jeu, parce que selon ce qui nous est présenté, il va y avoir des opportunités, notamment par l'action d'ajouter, qui va parfois casser des combos qu'on avait prévus, et c'est parfois difficile d'y résister. Alors le jeu, il s'émule un poil moins facilement que 99. Il vous faut 15 cartes, chacune en 4 ou 5 exemplaires, donc éventuellement un deck de Stitchel ou Stickem, selon la version que vous avez, qui a priori un investissement qui sera très vite rentabilisé si vous voulez émuler des jeux du genre. Également il est très bien à 2, alors il y a une petite version où on fait juste 2 manches, mais contrairement à Scout par exemple, je trouve la version à 2 pas nulle, mais beaucoup moins bien qu'à 4 ou 5. Là je trouve, pour avoir joué à 2 et à 3, que la version à 2 fonctionne très bien, on retrouve vraiment les sensations de A+, ce qui est une très bonne chose. Et pour le coup, et contrairement à d'autres jeux que je vais citer plus tard, il peut se trouver aussi de manière commerciale, vous pouvez l'acheter sur le site de l'éditeur, avec des illustrations de la très talentueuse Sai Beppu, que j'aurai encore l'occasion de citer d'ici quelques minutes. Celui-ci c'est une découverte grâce à une partie sur la chaîne de Board Game Geek, qui est souvent une source de curiosité, dont on ne parle pas forcément du côté francophone de l'océan. L'auteur, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Léo Colovini, qu'en général j'aime plutôt et qui a une sacrée ludographie. Alors déjà je trouve que le thème vend du rêve, puisque plutôt que d'enfermer des animaux comme dans Ark Nova, ici on incarne au contraire les animaux qui vont coopérer pour réussir à s'enfuir en 7 jours ou moins. Alors pour ça on est dans de la coopération à communication limitée, chaque animal a un petit pouvoir pour se faciliter la vie et pour aider à déduire certaines choses. Je vais pas m'étendre, mais en gros on va se déplacer sur des cases que vous voyez dans les images que je vous mets, et à un moment quelqu'un va dire bon on s'arrête là, on essaye de s'enfuir, et on vérifie selon la case qu'il y a bien au moins X cartes de la couleur de cette case. Par exemple si je m'arrête sur le 6 rouge, il faudra que toute main révélée, il y ait au moins 6 cartes rouges. Si c'est le cas, on va gagner des petites étoiles qui vont permettre de servir de points d'expérience et de progresser au fil de la partie pour aller de plus en plus loin et finalement réussir à s'enfuir. Et si on tombe tout pile, donc s'il y a tout pile ces 6 cartes rouges, on va rajouter à notre pioche potentielle des jokers, qui sont des cartes de toutes les couleurs. C'est très malin, assez satisfaisant, il y a plusieurs curseurs pour modifier la difficulté, c'est plutôt mignon. Je vais noter quand même en termes de bémol quelques soucis de lisibilité, parfois c'est difficile de voir les pions qui sont placés sur le plateau, et également je trouve qu'il est assez facile d'oublier d'avancer celui qui va permettre de compter les tours, ou il arrive facilement aussi qu'il bouge assez facilement, c'est des petits trucs, rien de bien grave, mais dans l'ensemble, ouais, sans révolutionner vraiment le genre de coopération et communication contrainte, je trouve qu'il applique très bien les règles un peu de ce genre-là, dans un jeu qui me paraît aussi très très bien calibré, même si peut-être qu'il est un poil facile à 2, au moins dans les modes les plus faciles, mais en tout cas ouais, très très bon jeu coop, où alors il est dispo qu'en anglais pour l'instant, mais il n'y a que les pouvoirs des animaux, donc vous pouvez vous jeter dessus.
Celui-ci il est en plein dans l'actu puisqu'il va sortir en France sous le nom de Trio, publié et adapté par Cocktail Games. Et alors pour ma part, lors de l'annonce de Trio, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était en fait une refonte de Nana, un jeu japonais dont j'avais déjà entendu beaucoup de bien. Et je vous avoue sans peine que question visuelle, je suis beaucoup plus friand du travail de Sae Beppu, qu'on retrouve ici, dont je parlais tout à l'heure sur 535, donc son travail sur Nana, je le trouve beaucoup plus à mon goût que celui de Laura Michaud, qui a certes son charme, qui sans doute est plus lisible, et qui illustre donc la version de Cocktail Games, mais j'ai beaucoup moins de plaisir à m'attarder à regarder ces cartes alors que celles de Sae Beppu sont absolument trop choupies. En tout cas, on est dans du jeu de cartes, alors pour le coup celui-là c'est le plus simple à émuler de la Terre, n'importe quel jeu de cartes le permet. Alors il y a une évidence, quand on joue à Nana, ça relève presque du génie, c'est des règles qui sont d'une simplicité incroyable, mais les tours ils vont révéler plein de petites subtilités qui permettent d'avoir envie d'y revenir encore et encore. Il y a un peu de sollicitation de la mémoire, il y a un peu de prise de risque, la distribution des cartes va complètement changer la physionomie des parties, les différentes manières de gagner vont aussi permettre d'adapter un peu son jeu, et pour moi on est vraiment face à quelque chose d'incroyable, ça fait vraiment partie de ces jeux-là que j'aurais adoré inventer, parce que pour moi ils représentent une espèce de forme d'absolu dans une forme de game design que j'adore, qui est le design par soustraction, et c'est un jeu où il n'y a rien qui semble être en trop. Tout semble à sa place, t'as pas l'impression que ah ouais bon ok vous avez mis ça, vous auriez pu vous en passer, non là tout est nickel. Un petit point quand même sur le travail de Cocktail Games pour la version de Trio, le jeu a quand même été retravaillé, donc j'ai parlé du visuel, mais il y a aussi deux points sur lesquels j'ai envie de revenir. D'abord, Nana se joue à partir de 2, et Trio se jouera à partir de 3, et ça c'est un très bon choix. Parce que pour le coup moi j'ai essayé à 2 avec un jeu de cartes classique, et je trouve que ça perd énormément de son intérêt, voire même ça vaut pas le coup d'y jouer, alors qu'en fait dès qu'on est 3 ça devient vraiment super. Donc très bon choix de ne pas dire que c'est jouable à 2. Il y a un autre choix, c'est qu'il est possible dans Nana de gagner en gagnant 2 trios dont la somme ou la soustraction font 7, par exemple 9 et 2, ou 2 et 5, ça fait 7, ok, 5 plus 2 égale 7, 9 moins 2 égale 7. Et du coup on se rend compte que 7 c'est un chiffre vachement important dans le jeu, puisqu'il y a 3 manières de gagner dans Nana, il y a soit 3 trios, donc 3 brelans disons, donc si j'arrive à avoir 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, j'ai gagné, un brelan de 7, qui est donc cette valeur centrale, qui est difficile à atteindre pour plein de raisons, ou bien les 2 brelans dont je viens de expliquer la règle avec ces histoires d'addition et de soustraction. Faut savoir que dans Trio, cette troisième manière avec les histoires d'addition et de soustraction, bah en fait c'est juste une variante, je crois qu'ils l'appellent la variante Picante, et qui retire pour le coup les 3 brelans. Donc on ne peut gagner que si on a 2 brelans qui font 2 trios dont l'addition ou soustraction font 7, ou si on a les 3 7. Et je comprends pas bien pourquoi ils ont fait ces distinctions et qu'ils ont divisé un peu les règles en deux, parce que ça me paraît pas rajouter une couche incroyable de complexité, mais bon, peut-être qu'il y a des réponses à ça que j'ignore. Il me semble aussi que dans la règle de trio, alors je me trompe peut-être, mais il me semble pas l'avoir lu, nulle part en fait c'est explicité que les cartes qui sont liées, ça fait 7. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en fait, dans Nana c'est précisé dans la règle, enfin dans la traduction anglaise en tout cas, et je trouve que ça met en valeur l'importance justement du 7 dans le game design du jeu. Alors ok, on fait assez vite le calcul, hein, 5, 2, 9, 2, voilà ça fait 7. Ça peut même être un truc de « Ah, mais ça fait 7 !» incroyable, hein, une espèce d'eureka. Mais j'aime bien le fait que dans Nana, la règle le précise. Enfin quand même, et dernier point important, c'est que dans Trio, il y a une variante équipe, qui je crois est une variante qui n'existe pas dans Nana. Je l'ai pas essayé encore moi pour le coup, mais les retours que j'en ai eu étaient assez positifs. La règle me paraît assez prometteuse de ce point de vue-là, même si je peine à visualiser vraiment le ressenti que ça peut procurer. Mais du coup, en tout cas, malgré les quelques réserves que j'ai émis ici et là sur certains choix d'édition, clairement, on est face à un des jeux qui va rester pour moi cette année, même si, bon, il date déjà de 2021 en réalité. Quant à savoir si un jour, peut-être, qui sait, j'importerai la version avec les illustrations de Sae Beppu, ma foi, pour l'instant, vous n'en avez aucune preuve. Je vous avais promis d'autres jeux de pli, et bien en voilà un. Celui-ci, comme son nom l'indique, utilise des dés, Nokosu Dice, qui vont à la fois servir comme carte, c'est-à-dire qu'un dé qui affiche 5 et qui est bleu, c'est comme une carte 5 bleue, mais pas seulement. Alors pour commencer, c'est à peu près introuvable pour le coup. Si vous voulez y jouer, il faudra aller soit sur Tabletop Simulator, soit sur Playing Cards.io, ou pour l'expérience qui est toujours cool dans ce genre de jeu, vous pouvez émuler ça avec par exemple les dés de Sagrada et un deck de Parade. Et à 4 pions de 3 que je salue si elle voit cette vidéo, elle a opté pour un deck de Stitchen dont je parlais un peu plus tôt, qui permet d'émuler plein de choses, et ce qu'elle appelle des dés dingues, qui revient un peu moins cher si vous n'avez pas Sagrada et Parade. En tout cas, ça commence par du draft de dés, et celui qui va rester va définir l'atout, à la fois du côté de la couleur que de la valeur, ce qui va définir en fait 3 niveaux d'atout. Ensuite on est dans du jeu de pli must follow, où il faut suivre si on peut, avec des dés devant soi, qui sont donc des informations ouvertes, et avec donc ces 3 niveaux d'atout, et où le dernier dé qui va rester n'a pas le droit d'être joué, ça va représenter le nombre de plis qu'on espère faire pour marquer des points bonus. Voilà. Et comme dans 99, ces points bonus vont avoir une répartition différente selon le nombre de personnes qui ont atteint ce pari. Ça va vous rappeler 99, je pense que c'est une inspiration directe pour ces bonus. Alors faut savoir que Nokosu Dice c'est un jeu assez connu dans la communauté
de niche, hein, des fans de jeux de cartes. C'est un jeu qui a aussi très bonne réputation et j'avais vraiment hâte de l'essayer. J'avais une crainte surtout, c'est que ce soit un peu brain, et que l'ajout à la fois d'une main ouverte, de la notion de draft, de 3 atouts, du pari final, en fait ça crée une grosse analysis paralysis dans mon cerveau, et que voilà, ça me plonge dans des espèces d'abîmes du choix que j'arrive pas à faire. J'avais parlé de Mandala Stones, j'avais un peu peur de cet effet là. Bah, je suis ravi de vous annoncer que de mon côté, pas du tout. Du coup je me joins vraiment aux louanges qui ont été faites sur le jeu, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. C'est peut-être un peu compliqué à appréhender ou à expliquer, notamment le système des 3 niveaux d'atouts, mais il me procure un sentiment moi assez génial, bah, notamment du fait de cette partie ouverte avec les dés, du fait que les paris, contrairement à 99, on va pas les fixer en début de manche, mais que c'est en cours de manche petit à petit que ça va évoluer. Le fait aussi que on peut complètement pourrir le pari d'autrui, le fait aussi qu'on choisisse les atouts en début de manche par le draft, c'est vraiment plein de petits moments de choix qui sont cool. En choisissant certains dés, on va se casser certaines coupes, mais en même temps, bah, on n'a pas trop envie de laisser une couleur qu'on n'a pas en atout, mais il faut quand même aussi faire gaffe parce que chaque dé récupéré, peut-être qu'il est un peu ambitieux pour les paris finaux. Si je prends que des D6, ça veut dire qu'il faudra que je fasse 6 plis pour marquer les points bonus. Si je devais avoir quelques réserves, ce serait comme dans 99, c'est vraiment la réussite des paris qui va déterminer la victoire, puisque gagner des plis ça me paraît plus anecdotique, là aussi on gagne 1 point par pli qu'on a réalisé. Pareil, je me demande aussi si plutôt que X manches, là c'est 4 manches, qu'on soit à 3 ou à 4, on pourrait pas plutôt définir des manches en X points, même si bon, ça reste assez accessoire, mais ça permettrait peut-être de lisser un peu plus les possibilités de gagner les bonus, sinon ça peut assez vite plier la partie. Parce que contrairement à 99, il n'y a pas l'effet de si j'arrive pas à mon pari, c'est vous qui gagnez X points. Donc ouais, de ce point de vue-là, je sais pas, à voir. Et je trouve aussi que le pari, il y a moyen de se dire, je fais faire aucun pli. Et je trouve que la compensation pour ça, qui est de 10 points si on y arrive, en plus des points du pari, c'est un peu faiblard. Parce qu'en fait, c'est facile finalement de prendre un pli au cours de la partie et donc de rater son pari. Et là où par exemple si on fait un pari à 6 et que je rate, et ben en fait j'ai quand même visé 6, donc j'ai quand même une petite compensation parce que j'ai essayé de faire des plis, donc ça me fait des points. 6, 7 points, 8 points, je sais pas. Bah là en fait si je vise 0, de fait, si j'en prends, ça va être 1 ou 2, et donc ça me fera que 1 ou 2 points. Donc la compensation est vraiment très faible, je sais pas, à voir de ce point de vue-là, c'est vraiment un petit point de détail. Un camarade de Proxy Jeux aussi, que je salue s'il regarde cette vidéo, il trouvait aussi l'utilisation des dés, c'était presque un peu poseur, que finalement ça apporte pas plus que les cartes. Je peux comprendre ce point de vue, moi j'aime bien utiliser ce matériel, ça change, et pour le coup il faudrait remplacer chaque dé par 6 cartes au moment des choix, donc je trouve leur utilisation assez justifiée, même si bon encore une fois je comprends totalement son point de vue, et je vous le partage pour cette raison. Très très bonne découverte du coup Nokosu Dice, dont le nom en fait c'est le dé laissé de côté, qui porte très bien son nom du coup, et pas aussi simple que Nana à émuler, mais il mérite que vous essayiez si vous aimez le genre. Et le dernier du mois, on est encore dans du jeu de cartes, on est encore dans du jeu de plis, cette fois ça nous vient encore du Japon, et c'est encore difficilement trouvable, à moins que vous vouliez payer 50 balles un jeu de cartes avec l'importation, les taxes et compagnie. Alors côté émulation c'est pas non plus le plus simple, puisqu'il y a des cartes qui vont de -3 à 10, avec en plus la carte 0 et la carte 10 c'est d'une couleur spécifique, ça peut se faire quand même, vous trouvez des solutions, sinon c'est dispo sur playingcards.io. Schadenfreude, on va revenir un peu sur le titre, hein, comme pour Nokosu Dice, c'est, pour résumer, c'est un mot allemand qui est le plaisir pris au malheur d'autrui, et je trouve que c'est un titre qui résume super bien les sentiments et la dynamique du jeu. On est dans du jeu must follow, encore une fois, il faut suivre à la couleur demandée, et où, premier petit twist, c'est la deuxième carte la plus haute du pli qui gagne. Ça a l'air de rien, on pourrait se dire ouais bon ok c'est la deuxième, c'est pas le premier à le faire hein, d'ailleurs, hein, mais c'est la deuxième carte au lieu de la première, soit, bon, mais en fait, quand on joue, ça change quand même un petit peu les perspectives, je trouve. Le deuxième petit twist, c'est que quand on gagne le pli, on récupère juste sa carte et les cartes qui n'ont pas pu suivre, donc qui sont pas de la couleur demandée. Et ça, c'est important, pour le coup, du côté des personnes qui vont choisir de les mettre. Parce que les autres, on les dégage, ces cartes. Mais si on a déjà une carte de la valeur d'une autre qu'on récupère, donc admettons que j'ai récupéré plutôt un 3 et que je récupère un 3 à nouveau, les deux sont supprimés. Et à la fin de la manche, quand on a fini donc X plis, on fait la somme des cartes qui restent dans les plis qu'on a remportés, et on fait ça donne un certain score, et on fait des manches jusqu'à ce que quelqu'un dépasse les 40 points. Mais le twist principal, c'est que lorsqu'on arrive au fait que quelqu'un dépasse les 40 points, la partie s'achève, et c'est la personne qui est la plus proche des 40 points, et qui n'a pas dépassé les 40 points qui gagne. Du coup, on essaye de s'en rapprocher, mais pas de la dépasser. On essaie aussi de faire en sorte que nos adversaires, eux, soit ils soient vraiment en dessous, soit on les fait exploser, en mettant des grosses cartes dans leurs plis, pour essayer qu'ils dépassent le 40 et qu'ils soient éliminés, alors que nous on est deuxième. Parfois on va essayer de gagner des plis
qui vont nous permettre en fait, ça rejoint un peu la mécanique de suppression des cartes de même valeur, on va essayer de gagner les plis pour supprimer des cartes qu'on a gagnées parce que ça nous faisait dépasser les 40 alors que si on la supprime on va arriver à 39. C'est vraiment une idée, cette idée du plus proche du 40 sans le dépasser, c'est super. Ça donne en fait des deuxièmes moitiés de partie vraiment super tendues, où chaque mécanique en fait trouve son sens et où on se fait des grosses crasses qui sont très malignes, qui répondent du coup totalement au fameux titre du jeu. Alors le petit bémol, c'est que le premier tiers ou la première moitié de partie, c'est beaucoup plus plan-plan, disons jusqu'à 20 points, c'est un peu, ouais, ok, ça avance pas, c'est un peu le... 20 points, c'est un peu le palier à partir duquel on peut commencer à charger les adversaires pour viser la victoire et pour viser à les faire exploser et dépasser les 40 points. Il y a aussi parfois un peu un sentiment de surplace, du fait de la mécanique de suppression de cartes dont je parlais, et parfois, du coup, c'est un peu 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et on gagne quasiment pas de points, ce qui rend le truc aussi, comme dit, la première moitié de partie un peu molle. Également, il y a aussi parfois le sentiment d'avoir un peu de mal à contrôler le jeu et que finalement pas mal de choses et pas mal des points finaux vont se jouer sur les tout derniers plis. J'ai pas la solution, peut-être que ce serait juste de jouer en moins de points, en 25 points ou que sais-je, à essayer. J'ai pas essayé pour le coup de variante, même si j'imagine qu'il y a peut-être une raison pour laquelle l'auteur a mis cette limite, pour limiter le hasard dans les plis, etc., enfin dans les mains, comme souvent dans les jeux de plis. C'est quand même un gros bémol, hein, cette première moitié de partie. C'est carrément le genre de bémol en fait qui a failli lui coûter sa place dans les coups de cœur, parce que les débuts de partie sont un peu poussifs, mais je vous avoue que les fins de partie, elles sont beaucoup trop jouissives, elles fournissent des sentiments trop amusants, et exactement dans ce que moi j'aime comme interaction. Les deuxièmes moitiés de partie, ça suffit à me réjouir et à la perspective d'y jouer, et ça suffit complètement en fait en termes de sentiments à le placer dans les trucs qui sont top. Voilà, on arrive à la fin de cette liste de découvertes du mois de mars, qui vraiment, vous l'avez vu, ça m'a fait faire le grand écart dans la qualité. Alors oui, je sais, il y a eu 3 jeux du mois, mais c'était trop difficile pour moi de trancher, et puis de toute façon, admettons-le, c'est ma chaîne YouTube, je suis chez moi, je fais un peu ce que je veux. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie d'essayer certains des jeux, quand c'est pas le cas, qu'au moins ce que j'avais à en dire, ça a pu vous intéresser. On repart pour un nouveau mois de jeu avec avril, je vous souhaite ce mois de ludique le meilleur possible, et à moi aussi, je me le souhaite le meilleur possible tant qu'à faire. On va se retrouver début mai pour le bilan d'avril. En attendant, n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo à vos proches, sur vos réseaux, etc., à lâcher les petits pouces qui vont bien, à vous abonner sur la chaîne si c'est pas encore fait, à réagir dans les commentaires en parlant soit de vos découvertes de mars, soit par rapport aux jeux que j'ai pu proposer. Prenez bien soin de vous, à bientôt sur les internets, ciao.